Et retrouver tout de suite l'actualité. Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce mardi 21 janvier, le début demain du 5e forum sur la Shoah à Jérusalem. Plusieurs chefs d'État sont attendus, notamment Emmanuel Macron. L'avion du président de la République doit atterrir ce soir à Tel Aviv. Ce sera le premier titre développé dans ce journal. C'est dans ce contexte que le journal Le Parisien publie aujourd'hui un sondage réalisé par la Fondapol et l'American Jewish Committee. Nous serons en ligne dans quelques instants avec Simone Rodan, la directrice de l'organisation américaine à Paris, pour commenter les résultats de cette étude. Les chiffres sont alarmants. Un tiers des juifs français se sentent régulièrement menacés en raison de leur appartenance religieuse. Dans le reste de l'actualité, la pression monte contre le président de la Knesset. Le Likoud reproche à Yuli Edelstein d'être tombé dans le piège de la gauche en approuvant le vote la semaine prochaine sur la formation d'une commission d'examen de la demande d'immunité de Benjamin Netanyahou. Et Benny Gantz, de son côté, annonce être favorable à l'annexion de la vallée du Jourdain. On reviendra également sur les nouveaux éléments sur le crash du Boeing ukrainien en Iran, sur le discours de Donald Trump à Davos et sur la coupure d'énergie géante dans le sud de Paris ce matin. Et puis en fin d'édition, comme tous les mardis, nous retrouverons Eric Lewin pour la chronique Israël Business. Radio J. Un programme marathon pour une première visite en Israël depuis son élection. Emmanuel Macron doit arriver ce soir à Tel Aviv. Déplacement de 48 heures marqué par sa participation jeudi au 5e forum sur la Shoah à Jérusalem. L'événement commémorera le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Plusieurs dirigeants internationaux ont fait le déplacement pour l'occasion, notamment le vice-président américain Mike Pence, mais aussi le prince britannique Charles. Plus de 10 000 policiers sont déployés dans la capitale israélienne dès aujourd'hui. Les routes principales vers Jérusalem sont interdites au public. La dernière visite d'Emmanuel Macron en Israël remonte à 2015. Il était alors un fringant ministre de l'économie. 5 ans plus tard, la situation politique et diplomatique dans la région est riche en interrogation. Le président de la République rencontrera demain Benjamin Netanyahou à 1 mois et demi des élections parlementaires israéliennes, puis le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Paris, comme toutes les capitales de la région, est dans l'attente de la publication du deal du siècle, le plan de paix américain que Donald Trump pourrait dévoiler dans les prochains jours. Le conseil spécial du chef d'État américain Jared Kushner sera d'ailleurs en Israël demain. Emmanuel Macron pourrait également s'entretenir avec Vladimir Poutine, également présent en Israël, même si pour le rien n'est officiellement inscrit à ce sujet dans l'agenda présidentiel. Le chef du Kremlin qui est particulièrement attendu en Israël, et pas seulement pour des questions stratégiques autour de la Syrie et de l'Iran. Vladimir Poutine pourrait bien annoncer en effet lors de sa visite la libération de Naama Issachar. Cette Israélienne qui purge actuellement une peine de 7 ans et demi de prison pour possession de cannabis pourrait bénéficier d'une grâce présidentielle. Hier, Benjamin Netanyahou a déclaré espérer de bonnes nouvelles dans ce dossier. Vladimir Poutine qui rencontrera également lors de son déplacement Mahmoud Abbas. L'autre actualité dominante aujourd'hui, c'est ce sondage sur l'antisémitisme dévoilé par Le Parisien, enquête réalisée par la Fondapol et l'American Jewish Committee. Et nous sommes en ligne avec Simone Rodan. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de l'IJHC à Paris. Je l'indiquais dans les titres, un juif français sur 3 se sent aujourd'hui régulièrement menacé en raison de sa confession religieuse. C'est un chiffre très élevé, surtout quand on le compare au ressenti de la population française dans son ensemble, Simone Rodan. Oui, absolument. Tout d'abord, je voudrais spécifier que je dirige le bureau, tous nos bureaux européens. Donc, pas uniquement celui de Paris. On a une directrice au bureau de Paris. Il n'y a pas de problème. Oui, donc je pense effectivement que ce sondage est assez édifiant et très inquiétant. Il confirme une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent. Les Français juifs de culture et de confession juive se sentent menacés en raison de leur appartenance religieuse, en très grand contraste avec la population de manière générale. Donc, ce sondage est en réalité un sondage miroir, c'est-à-dire nous avons interrogé les Français juifs et également la population dans son ensemble, et donc on voit effectivement un écart énorme, c'est-à-dire c'est une réalité de vie au quotidien qui est tout simplement très différente. Quelles sont les principales victimes de cet antisémitisme ? Alors, premièrement, ce qui est assez édifiant, c'est 70% des Français juifs déclarent avoir été victimes d'au moins un acte antisémite au cours de leur vie. Et donc, c'est notamment le cas des jeunes
qui apparaissent en première ligne. Les 18-24 ans sont à 84% à faire état d'au moins un acte antisémite subi. Et dans ces 84%, il y a 39% qui disent avoir subi au moins une agression physique au cours de leur vie. C'est énorme. C'est absolument énorme et compte tenu du fait effectivement qu'ils sont jeunes, ça démontre malheureusement une certaine tendance. 541 actes antisémites en 2018. Et la semaine dernière, le vice-président du CRIF, Jonathan Arfi, nous indiquait sur ce plateau que les chiffres de l'année 2019 seraient encore plus mauvais. Est-ce à dire, selon vous, que les pouvoirs publics n'ont pas trouvé la clé pour prévenir ce fléau ? Oui, je pense que c'est assez évident. Effectivement, nous avons les chiffres durs, c'est-à-dire ceux des actes antisémites. Il faut aussi savoir que la FRA, donc l'Agence fondamentale des droits humains de l'Union européenne, avait sorti un sondage l'année dernière où il avait dit que 80% de tous les victimes ne déclarent pas, ne portent pas plainte. On peut multiplier malheureusement ce chiffre que vous venez de dire encore au moins par 8. Mais donc effectivement, ce que nous voyons aussi dans ce sondage, c'est que la réalité est que une très grande partie des Français juifs ont déjà subi un acte antisémite, sont victimes d'actes antisémites. Et donc, compte tenu du fait que cette réalité-là, elle perdure depuis presque 20 ans, il semblerait que nous avons effectivement pas trouvé la clé pour résoudre ce problème. Votre sondage montre d'ailleurs que les Juifs de France ont aujourd'hui davantage confiance en leurs associations communautaires qu'en la police ou le gouvernement, ce qui est un constat terrible pour la République, non ? C'est effectivement un constat terrible, en tout cas pour les pouvoirs publics. Je pense que la seule pointe positive, je dirais, de ce sondage, c'est le fait que nous avons vu que 72% des Français dans leur ensemble considèrent que le problème de l'antisémitisme n'est pas uniquement un problème pour les Français juifs, mais bien pour la société dans leur ensemble. Et ça, c'est nouveau. Donc, c'est maintenant... Ça, c'est nouveau. Alors, je pense vraiment, et pour tous ceux comme moi qui ont manifesté aux différents moments de Ilan Halimi à Mireille Knoll, il y a toujours eu un certain sentiment de solitude, je pense, une très grande partie de la communauté juive, de voir aujourd'hui que les Français dans leur ensemble ont compris que l'antisémitisme n'est pas le problème des Français juifs, mais des Français dans leur ensemble, et je pense quelque chose de rassurant. Voilà, et c'est maintenant, du coup, à mon avis, aux responsables politiques de s'emparer de ça, et vraiment de traduire ça en actes. C'est-à-dire que c'est un problème pour tous les Français. Les Français ont compris que l'antisémitisme est une atteinte à la République et une atteinte à tous les Français. Simone Rodan, il y a un autre élément troublant dans cette étude. Le sondage révèle que, je cite, des stratégies d'invisibilité ont été mises en place par certains juifs pour éviter d'être agressés. On porte une casquette plutôt qu'une kippa, on retire la mezouza sur le fronton de sa porte. Que traduisent ces comportements ? Est-ce qu'il est devenu impossible en France en 2020, 75 ans après la fin de la Shoah, de vivre sa judaïté, je dirais, de manière normale ? Je vous posais une question très dure. La réalité, c'est que je crains qu'effectivement, une très grande partie des Français juifs ont intégré le fait qu'il faut qu'ils trouvent des stratégies d'évitement. Donc, vous avez effectivement dit certaines choses. Donc, beaucoup d'entre eux disent qu'ils retirent leur kippa, d'autres qu'ils enlèvent la mezouza à la porte, d'autres encore qu'ils décident qui considèrent de quitter de quartier, d'autres encore qui décident de quitter l'école, parce que ça aussi c'est une chose qui devient assez apparente. L'école est un endroit où l'antisémitisme est très présent. La réalité, je crains, soit celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, les Juifs ont intégré effectivement cette réalité-là, et d'une certaine manière, c'est devenu presque une sorte de normalité. Et la réalité, c'est que cette normalité-là n'est pas normale.
J'invite nos auditeurs à découvrir cette étude sur le site de la Fondapol et probablement aussi sur celui de l'IDC, non ? Tout à fait. Sur les deux sites. AJC Paris et Fondapol, vous pouvez trouver l'étude. Merci Simone Rodan d'avoir été mon invitée. Je rappelle que vous êtes la directrice du bureau européen de l'IDC. À très bientôt sur Radio J. Bonne journée. Merci à vous. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal Magazine. À tout de suite. Politique en Israël, Benny Gantz appelle à l'annexion de la vallée du Jourdain. C'est une partie inséparable d'Israël, a déclaré la tête de liste de Kahol Lavan, une option défendue également par l'un des leaders du parti centriste, Moshe Ya'alon. L'ancien ministre de la Défense a assuré que Benny Gantz était beaucoup plus sérieux sur cette question que Benjamin Netanyahou. Une déclaration qui intervient en réaction à la publication d'un article par le Jerusalem Post hier indiquant que Benny Gantz, alors chef d'état-major de Tsahal, serait montré favorable à un retrait israélien de la vallée du Jourdain. Cette question est également débattue à droite. Hier, le ministre des Transports et numéro 4 de la liste Yamina a exigé de Benjamin Netanyahou d'organiser un vote sur l'annexion de la vallée du Jourdain à la Knesset et il propose comme date mardi prochain, soit le jour du vote sur la formation d'une commission d'examen de la demande d'immunité du Premier ministre. Est-ce du chantage politique ? Élément de réponse avec Daniel Haïk, une revue de presse proposée en partenariat avec Studio Kalita. Politique israélienne ressurgit ce matin en manchette du Israël Hayom avec une réaction inattendue du Likoud à la décision du président de la Knesset, Yuli Edelstein, de réunir mardi prochain la plénière du Parlement pour débattre de la formation de la commission parlementaire qui doit voter la levée de l'immunité du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il s'avère que le Likoud, mais également l'ensemble des formations du fameux bloc de droite religieux, ont décidé de boycotter cette séance. Les quotidiens israéliens se font également l'écho de la conférence de presse donnée hier par Itamar Ben-Gvir, le leader d'Otzma Yehudit. Au cours de cette conférence, il a affirmé avoir reçu au cours des derniers jours de nombreuses propositions alléchantes afin de retirer sa liste de la compétition. On m'a proposé des fonctions de ministre, même des fonctions au sein du KKL, de l'Organisation sioniste mondiale et même d'être ambassadeur. Mais j'ai tout repoussé, a affirmé Itamar Ben-Gvir. Nous restons dans la course et nous irons jusqu'au bout. Les quotidiens israéliens publient également une clarification d'un des responsables de la liste Yemina. Afin qu'il n'y ait pas le moindre doute possible, nous irons avec Benjamin Netanyahou jusqu'au bout et qu'en aucun cas nous ne siégerons dans un gouvernement dirigé par Benny Gantz, ont affirmé ces responsables sous le couvert de l'anonymat. Amnon Lord, dans un éditorial dans le Israël Hayom, avance des accusations graves en direction de la gauche israélienne. Il l'accuse de pactiser avec les démocrates américains d'une part et les Palestiniens de l'autre pour faire tomber le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et dans ce contexte, il pointe un doigt accusateur en direction de celui qui fut le vice-chef d'état-major de Tsahal, le général Yair Golan, qui est aujourd'hui député dans le parti Meretz. Il s'agit, pour rappel, de ce général qui avait affirmé qu'il ressentait en Israël des relents du nationalisme qui avait germé en Allemagne dans les années 30. Golan, écrit Amnon Lord ce matin dans le Israël Hayom, est le reflet de l'esprit qui s'est installé dans certains cercles de l'armée et qui est représenté par les 3 ex-chefs d'état-major aux commandes du cockpit de bleu-blanc. Pour eux, l'ennemi n'est plus les Palestiniens, mais les habitants juifs des territoires. Fin de citation. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Le Shin Bet a annoncé hier qu'Israël avait déjoué plus de 560 attaques terroristes majeures en 2019. Parmi ces attentats déjoués, plus de 300 étaient des fusillades, 10 des attentats suicides et 4 des tentatives d'enlèvement. Le nombre d'attentats déjoués a significativement augmenté. On en comptait 480 en 2018 selon les chiffres du Shin Bet, soit une augmentation de près de 17% en un an. Le Hamas a repris ses lancers de ballons piégés vers l'ouest du Negev, dont certains parcourent même des dizaines de kilomètres avec leurs charges explosives. Si les armes changent, la tactique, elle, est toujours la même, tester les limites d'Israël, en particulier dans des périodes sensibles. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. La technique du Hamas consiste à exploiter tous les points faibles d'Israël ou à tenter de les exploiter. Durant les semaines qui avaient précédé le concours de l'Eurovision en mai dernier, l'organisation islamiste palestinienne avait menacé de tirer des roquettes sur Tel Aviv pour perturber le déroulement de la manifestation et dissuader aussi les milliers de visiteurs attendus pour l'occasion. Finalement, tout s'était déroulé sans incident. En mai 2018, pourtant, le Hamas avait parfaitement réussi à retourner à son avantage la cérémonie d'inauguration
l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Les violentes émeutes qu'il avait organisées sur la barrière de sécurité de Gaza avaient été retransmises en direct par les télévisions étrangères, parallèlement à l'événement qui se déroulait dans la capitale israélienne. Le Hamas pourrait être tenté de renouveler l'exercice alors qu'Israël attend à partir de demain plus de 40 délégations de chefs d'État et de gouvernement venus du monde entier participer jeudi aux cérémonies de commémoration du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. C'est pour anticiper ce risque qu'Israël a déjà fait passer des messages d'avertissement à l'organisation qui contrôle la bande de Gaza. L'autre événement du calendrier israélien que l'organisation palestinienne pourrait être tentée d'instrumentaliser, ce sont les élections législatives du 2 mars. À 2 reprises déjà, au cours des derniers mois, le Hamas a tiré ses roquettes sur Ashdod et sur Ashkelon, contraignant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à interrompre ses meetings électoraux quand ses gardes du corps l'ont fait descendre de la tribune pour le mettre à l'abri. Mais dans le même temps, jouer sur une escalade contrôlée peut à tout moment déraper et entraîner l'effet inverse. Le Hamas, qui sait lire la carte politique israélienne, connaît le risque d'un revirement de l'exécutif qui pourrait décider, justement en période électorale, de lancer une opération contre les groupes terroristes de la bande de Gaza. D'autre part, le mouvement islamiste palestinien doit aussi prendre en compte l'Égypte, son autre partenaire dans ce jeu complexe. C'est l'Égypte qui sert d'intermédiaire avec Israël pour négocier ou aménager les conditions de la trêve. C'est aussi l'Égypte qui a intérêt à garder un œil sur ce qui se passe dans la bande de Gaza pour que le territoire palestinien ne devienne pas une base arrière des djihadistes du Sinaï qui attaquent les forces égyptiennes. Mais le Caire ne veut pas non plus que le Hamas aille se chercher un autre patron, à savoir l'Iran. Or, les Égyptiens n'ont pas du tout apprécié de voir une délégation du Hamas dirigée par Ismaël Haniyeh se rendre récemment à Téhéran pour présenter ses condoléances à l'ayatollah Khamenei après l'élimination de Qassem Soleimani. Le Hamas pourrait avoir bientôt épuisé son crédit de patience tant du côté d'Israël que de celui de l'Égypte. Même si l'escalade n'est pas inévitable, elle est toujours possible. Le reste de l'actualité internationale avec vous, Gabriel. 2 missiles ont été tirés sur le Boeing 737 ukrainien abattu le 8 janvier au-dessus de Téhéran, selon un rapport d'enquête préliminaire iranien. Les faits de ces tirs de missiles sur l'accident et l'analyse de cette action sont en cours d'investigation, ajoute le document, confirmant ainsi une information du New York Times qui avait affirmé avoir authentifié une vidéo montrant que 2 missiles avaient été tirés en direction de l'appareil. Et on reste en Iran où la tête de Donald Trump est mise à prix. Un député iranien a proposé aujourd'hui de verser une récompense de 3 millions de dollars à quiconque tuera le président américain, rapporte l'agence de presse iranienne ISNA. Une déclaration faite au nom du peuple de Kernan, ville natale du général Qassem Soleimani, tué par un drone américain le 3 janvier dernier près de l'aéroport de Bagdad. Le groupe État islamique a un nouveau chef, mais ce n'est pas celui que tous les experts attendaient. Suite à l'assassinat d'Abou Bakr al-Baghdadi par les États-Unis en octobre dernier, le mouvement terroriste avait désigné Abou Ibrahim al-Hashemi al-Kourachi comme nouveau calife des musulmans, mais il était inconnu des analystes et certains doutaient même de son existence. Selon le quotidien britannique The Guardian, le groupe État islamique est désormais dirigé par Amir Mohammad Abdel Rahman al-Maoula al-Salbi, un des fondateurs du groupe et considéré comme l'un de ses idéologues. Aux États-Unis, le procès en destitution de Donald Trump débute aujourd'hui à Washington. C'est au Sénat que débuteront les débats à 19h heure française. Le président américain ne sera pas présent puisqu'il se trouve au Forum économique de Davos, mais il sera représenté par ses avocats. Le président n'a rien fait de mal, ont-ils d'ailleurs insisté dans leur rapport soumis hier à la Chambre haute du Congrès. L'acquittement semble pratiquement assuré pour Donald Trump grâce à la majorité républicaine du Sénat, 53 élus sur 100. Donald Trump qui a fustigé ce matin à Davos les prophètes de malheur et les prédictions d'apocalypse. Une réponse directe à l'adolescente militante du climat Greta Thunberg qui avait regretté plutôt que rien n'ait été fait pour enrayer le changement climatique. Donald Trump a lui vanté l'abondante production d'hydrocarbures des États-Unis, numéro 1 mondial du gaz et du pétrole, et leur indépendance énergétique. Eh bien, on va continuer à parler d'énergie, Gabriel. En France, la CGT Énergie a revendiqué une coupure d'électricité dans le sud de Paris ce matin. Une action pour marquer les esprits, avoir un impact sur l'économie et surtout se faire entendre. C'est ainsi que le syndicat a justifié son action. Orly, Rungis, Thiers, Wissous, Fresnes.
Plusieurs villes du sud-est parisien ont été affectées à partir de 6h ce matin. Le trafic de l'Orlyval a été interrompu jusqu'à 8h. La circulation de la ligne T7 du tramway a également été perturbée entre Porte de l'Essonne et Belle-Épine, alors que le ministre auprès de la cohésion des territoires, Julien Denormandie, a dénoncé une action scandaleuse et irresponsable. La CGT Énergie a répondu que ce n'était pas la fin du monde. Merci Gabriel Attal. Petite respiration tout de suite, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes pour Israël Business. À tout de suite. Israël Business, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'économie et l'actualité des entreprises israéliennes. Bonjour Eric Lewin. Bonjour Steve. L'avion d'Emmanuel Macron doit se poser tout à l'heure en Israël et c'est l'instant cocorico de notre chronique. Il n'y a pas que les sociétés américaines qui sont présentes en Israël. Forestia, l'équipementier automobile français, mise beaucoup sur le pays. Oui, alors vous savez, Forestia, moins connu que Valeo, est quand même leader mondial des sièges, des systèmes d'échappement, encore des modules d'intérieur de véhicules, plus de 300 sites dans le monde, 12 000 collaborateurs, 35 centres de recherche et développement. Autant dire qu'il est normal qu'il soit fortement présent en Israël avec notamment une nouvelle plateforme technologique qui lui permettra de déployer plus rapidement sa stratégie dans la cybersécurité. C'est-à-dire que le groupe pourra équiper les véhicules de solutions complètes et intégrées, protégeant les données et les logiciels. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Parce qu'il y a une grande angoisse en ce moment dans l'automobile. Laquelle ? Il y a des articles beaucoup dans la presse américaine comme quoi certains hackers pourraient prendre le contrôle des véhicules à distance, c'est-à-dire qu'ils pourraient hacker les véhicules. Vous êtes dans votre véhicule tranquillement en seconde position et puis le véhicule accélère et puis vous rentrez dans un mur. Donc la grande problématique des équipementiers automobiles, c'est qu'ils ne peuvent pas installer simplement leur solution. Il leur faut des systèmes de sécurité. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui viennent en Israël. Il y a Valeo, mais il y a aussi Forestia qui a racheté notamment, qui a investi dans une société qui s'appelle Guardnox. C'était en mai dernier, qui est également un spécialiste israélien de la cybersécurité israélienne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Forestia n'a pas investi en tant que tel. Il a investi via son fonds d'investissement qui s'appelle Forestia Venture. Et ça, c'est une grande tendance dans les sociétés industrielles françaises, c'est-à-dire qu'elles investissent par des fonds d'investissement qu'elles ont créés. Quand vous êtes une grosse société, vous êtes Danone, vous êtes Schneider, vous êtes L'Oréal, vous avez beaucoup plus intérêt à créer un fonds d'investissement qui rachète des startups plutôt que de créer des startups ex nihilo parce que c'est pas votre métier de référence. Il faut investir, il faut embaucher les personnes, il faut trouver les bonnes idées. C'est pour ça que vous verrez beaucoup dans les années qui viennent, surtout des fonds d'investissement des grandes sociétés faire leurs emplettes, notamment en Israël, en rachetant des startups. C'est vraiment une tendance qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit de plus en plus en France. Et j'imagine que cette menace pourrait se renforcer avec le développement des voitures autonomes. Ah ben c'est la grande problématique. Tesla réfléchit à ça en ce moment en se disant comment je peux protéger les données. Alors, il faut pas faire peur à nos auditeurs, mais c'est vrai que la prise de commande à distance peut être une grande angoisse. On sait très bien que la cyberguerre, ça peut commencer par les usines, ça peut commencer, on peut tout à fait pirater à distance une centrale nucléaire dans certains pays. Eh bien, ça peut être aussi sur les voitures, ça peut être sur les trains, ça peut être sur les avions. Donc toute la problématique de tout ce qui est l'informatique, c'est de trouver les meilleurs systèmes de sécurité pour qu'il n'y ait plus du tout de hacking. Et ça, à mon avis, ça va être une des très très grandes tendances fortes des 10 prochaines années. On passe des grandes entreprises à une start-up israélienne. Activoo vient de sceller un partenariat avec l'INSAD. Vous connaissez l'INSAD, fondé en 57 à Fontainebleau, c'est le must dans les études, si l'on peut dire. Alors l'Institut vient de renforcer son partenariat avec Activoo afin de déployer sur son campus de Fontainebleau une salle de classe dédiée à la réalité virtuelle. Alors il y avait déjà eu un accord sur la réalité augmentée. Alors quand je dis ça, on comprend pas grand-chose. Réalité virtuelle, réalité intégrée. En fait, la société vient de développer une plateforme de recrutement qui utilise une interface de réalité virtuelle pour évaluer les candidats. Globalement, grâce à cette technologie, les employeurs pourront proposer aux nouveaux employés une visite virtuelle de leur bureau, une rencontre avec le directeur général. Bref, il y a vraiment beaucoup d'innovation. Et là aussi, dans la réalité virtuelle, on y va de plus en plus. Internet des objets, cybersécurité, réalité virtuelle, c'est les 3 thèmes qu'il faudra connaître dans les 10 prochaines années. Eric, vous vouliez également nous parler, pour terminer, d'un classement un peu surprenant, celui de Best Countries. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qui motive cet intérêt de votre part ? Alors, Best Countries, d'abord, c'est un organisme c'est un site qui fait un classement annuel des pays où il fait bon vivre. Alors, ça pouvait être un classement bidon, sauf qu'il est fait en partenariat avec la célèbre Wharton School, qui est une école de commerce en Pennsylvanie très connue et souvent faite par les très grands dirigeants. Alors, c'est potentiellement un classement de référence. C'est un classement de référence. Alors, ça a été fait sur 73 pays. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un classement des pays où il fait bon vivre, avec des critères comme l'économie, mais aussi l'influence culturelle, la bureaucratie, la qualité de vie. Eh bien, figurez-vous que je suis un peu surpris parce que Israël étant
29e position sur 73. Alors j'ai regardé le classement dans le détail, j'ai pas lu la dépêche, j'étais sur le site, j'ai regardé. Où se trouve la France ? Parmi les 3 premiers d'abord, Suisse, Canada, Japon, c'est un peu logique. Australie 5e, c'est logique. États-Unis 7e, ça va. France 12e, c'est encore assez normal. Mais voir devant Israël la Chine à la 15e position et surtout la Russie à la 23e position, j'avais envie de penser que le classement est bidonné. Alors j'ai été voir, en fait, ils ont beaucoup d'indicateurs et il y a 2 points précis sur lesquels Israël a encore beaucoup de retard. L'influence culturelle, ils sont simplement 44e et surtout l'ouverture au business, ils sont 62e. Alors vous allez me dire mais c'est n'importe quoi parce qu'on peut créer quand même une start-up en Israël, on peut réussir en Israël. Oui, sauf qu'ils ont pris l'environnement fiscal, ils ont pris la pratique de la bureaucratie et les pratiques gouvernementales, notamment certains monopoles, et ils se rendent compte que c'est quand même difficile de se développer. Alors j'ai été aussi voir, pour me donner un peu de baume au cœur, le classement des derniers. Alors aux 3 dernières places, Sultanat d'Oman, Serbie et le Liban. Mais en tout cas, il faudra suivre ce classement. Israël ne bouge pas d'une année à l'autre, ils étaient également 29e l'année dernière. Eric Lewin, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Israël Business. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal dans quelques minutes sur Facebook, YouTube et sur notre nouveau site www.radioj.fr. On se quitte en musique avec Eden Meiri. Le titre s'intitule Haït li Taout. Tu as été pour moi une erreur. Prochain retour de l'info à 15h. Tout de suite l'émission Histoire du peuple juif présentée par Chaim Nissenbaum. Excellent après-midi à l'écoute de Radio J. Prenez soin de vous.